Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la taverne du gamer. Je suis Sid, accompagné de Kira. Comment vas-tu cette semaine, Kira? Salut Sid, salut tout le monde. Bah écoute, ça va très bien cette semaine. Semaine assez fatigante, on en parlait tout à l'heure, on a un peu claqué tous les deux. Ah ouais. Je Ça va être dur. t'avoue, ouais, vivement le week-end quand même pour se poser, parce que là ça commence à être un peu violent. Ça n'empêche que j'ai été quand même assez productif cette semaine. Donc je me fais quand même des petites sessions de Ghost Recon depuis qu'on l'a relancé. Ça permet excellent. ça permet de se dépayser. J'ai fini Dragon Quest 7, ça y est. Donc je suis en train de préparer la chronique pour la semaine prochaine. Aujourd'hui, j'ai recommencé Resident Evil 6. Je voulais faire la partie de Léon avant Resident Evil 9. Vu que c'est la dernière fois on a vu Léon dans un jeu vidéo, donc c'est l'occasion. Et en termes de film, je me refais des vieux Zaz. Tu sais, y a-t-il un pilote dans l'avion, Top Secret, y a-t-il un flic? Donc je suis en train de regarder ça avec mon fils et on se marre bien. Donc, je croyais que Zaz c'était une chanteuse. Ah non, ça c'est Zazie. Il n'y a pas une chanteuse nulle qui s'appelle Zaz aussi? Ah aussi? Ah bah peut-être. Notre culture musicale n'est pas très ouf. Ouais, non, c'est clair. Bah ta culture ciné non plus, du coup. Ça c'est clair. Là, pour le coup, voilà, parce que Zaz, ça reste quand même une institution. Mais voilà. Et toi, t'as fait quoi de beau cette semaine? Alors, cette semaine, j'ai joué un petit peu à Kirby Air Riders, donc ça tombe bien, tu nous en parleras un petit peu au sommaire. Je suis à la bataille finale dans Hyrule Warriors enfin, et je me suis fait un peu surprendre par la durée du jeu, qui est un jeu assez dense. Et j'ai fini hier soir la saison 4 de Stranger Things, où j'avais dit la semaine dernière que j'étais au final, et ça y est, j'ai fait le final. Donc je ne change pas d'avis sur la saison, pour moi c'est la moins bien. À part que j'aime beaucoup Vecna, comme j'expliquais la dernière fois. Ouais, le personnage est intéressant. Il vient trop tardivement, je trouve, dans la série, mais il est intéressant. Ouais, je l'aime beaucoup. Alors, parle-nous un petit peu, Kira, du sommaire de cette semaine. Donc, une plus petite émission que la semaine dernière, mais on l'espère avec un sommaire qui vous plaira, évidemment. Tout à fait. Donc, c'est toi qui vas faire les news cette semaine. Donc, tu vas nous parler de Age of Empire, c'est ça, ou Mythologie? Mythologie. Age of Mythology. Et également du moteur graphique Unity. Oui. Il y a des choses à dire sur ce moteur. Ton test de la semaine, c'est Kirby Air Rider. Voilà. Le dernier sur Switch 2. Voilà, le dernier qui est sorti sur Switch 2, juste après Mario Kart. À voir si les jeux se ressemblent, je pense que tu vas nous le dire. Eh ben exactement. Oui, tout à fait. Et derrière, moi, je vais vous parler des 2 premières saisons de la série JoJo Bizarre Adventure. Ouh, beau programme. Beau programme, tout à fait. Si vous voulez nous faire plaisir à la taverne, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur toutes les applications de podcast. Pareil, vous avez le formulaire du site web pour nous envoyer des petits messages pour avoir l'assurance de passer pendant les émissions. Et bien sûr, vous avez les réseaux sociaux pour nous joindre, donc Twitter, Instagram, Facebook. N'hésitez pas, faites-vous plaisir. Et je te propose sur ces bonnes paroles, Kira, de nous lancer pour cette 167e émission. C'est la première fois qu'on cite le numéro de l'émission. C'est vrai. Je sais pas pourquoi. Ouais. Mais... Peut-être parce que le chiffre t'a choqué sur le moment. Ouais, 167e émission. Donc c'est parti, on se retrouve juste après le générique. Age of Mythology, un RTS, STR plutôt. Est-ce que tu peux d'ailleurs nous dire ce qu'est un STR pour les non-initiés en jeux vidéo ou les gens qui ne s'y intéressent pas? C'est un jeu de stratégie en temps réel en fait. C'est-à-dire on a la possibilité de créer son armée et d'aller poutrer le voisin, tout simplement. C'est plutôt bien résumé, le maître étalon. Et petite anecdote sympa, Josiane Balasco est fan de Age of Empire et de Age of Mythology. A priori, elle faisait beaucoup de parties avec Thierry Lhermitte et je t'avoue que j'ai trouvé ça sympa comme anecdote. Voilà. J'avoue que c'est extrêmement drôle. Et si ça se trouve, en ladder, on les a tapés sans le savoir. C'est possible. Mais elle y jouait beaucoup. A priori, elle a un sacré level quand même. Ah ouais, la Josiane. On n'y croit pas comme ça. Mais elle qui m'a roulé dessus sur mon armée de samouraï en Age of Empire. C'est peut-être pris une branlée par Josiane les Égyptiens pendant Age of Mythology. Et du coup, moi, jeu que j'aime énormément, plus Age of Mythology que Age of Empire. Je suis pareil. C'est un jeu que j'ai énormément saigné étant jeune. Mais vraiment, j'ai passé des journées dessus complètes.
C'est un très très bon jeu. Il est ressorti en version Retold récemment et il continue à être mis à jour. Donc ça, c'est la bonne nouvelle de mon actualité. C'est évoquer les nouveautés du jeu parce qu'elles sont quand même nombreuses. Mais il y a un petit truc qui commence à me faire un peu tiquer sur ce jeu et c'est pour ça que aussi je voulais en parler. Mais d'ailleurs, il est dans le giron Microsoft maintenant. D'ailleurs, depuis un bon moment, je dis ça comme si les c'était Age of récent. Empires sont chez Microsoft depuis fort longtemps même. Oui. Deux studios, World's Edge et Forgotten Empires, qui s'occupent du jeu. D'ailleurs, ce qui est assez drôle, le deuxième studio que j'ai cité, de base, il faisait des modes de jeu pour Age of Empires 2 avant que Microsoft les repère et ils finissent par les embaucher marrant, comme une filiale. Ouais, c'est assez rigolo. Donc, c'est voilà, une petite anecdote, mais sympa à mettre au crédit du coup de ces personnes passionnées. Et donc, dans cette version Retold, qui est surtout une grosse mise à jour graphique, extrêmement jolie, très fine, etc., avec des contrôles aussi manettes améliorés, le son réorchestré, enfin, il y a pas mal de petites choses. Ouais, il y a vraiment du taf. Il y a vraiment du taf qui mérite du coup une ressortie et un prix mis à jour. Là-dessus, j'ai vraiment aucun débat. Ils ont rajouté des petits modes de jeu avec celui que je voulais mettre en avant aussi, c'est l'Arène des Dieux, où ils ont rajouté un délire un peu roguelite à certaines missions d'escarmouche et tout, donc c'est assez rigolo, c'est pas mal. Ils ont aussi amélioré le système de gestion des villageois, donc ça je suis un peu plus mitigé, où les villageois ils peuvent automatiquement être répartis sur les différentes tâches, donc ça c'est plus des améliorations de qualité de vie et d'accessibilité. Là-dessus, encore une fois, je suis un peu moins fan. Mais il y a des DLC. Il commence à y avoir beaucoup de DLC sur ce jeu, dont des DLC extrêmement perfectibles. Donc là, on touche certains points qui commencent à me chiffonner. Il y a par exemple la mise à jour juste de la tête des dieux dans les menus. Ils appellent ça le pack nostalgie qui coûte 6 € juste pour changer la tête des dieux. Pour mettre des photos, ouais, c'est pas ouf. Ouais, c'est pas ouf. Ils ont ajouté un dieu nordique pour 6 € avec des pouvoirs, des unités certes, mais quand même 6 €. Enfin, je pense qu'il y a certains moments, le jeu étant comme sorti il y a très longtemps, il y a plus de 20 ans, il est ressorti à un prix que je trouve justifié, mais quand même fort, dans les quarantaines d'euros. Je pense qu'ils auraient pu faire, si tu veux, l'effort d'offrir davantage de contenu gratuit. Je pense évidemment à un Gran Turismo, mais ça n'a rien à voir, mais il y a du contenu payant qui est sorti, mais il y a aussi une roadmap de jeux gratuits, enfin de contenu gratuit pour faire vivre le jeu. Et ça, je trouve que c'est très bien et il en manque sur Age of Mythology. Mais surtout, il y a un pass d'extension qui est à 30 €, qui ira quand même. Le Season Pass, ouais. Encore, ça va, on est dans la moyenne basse des Season Pass, on va dire. Maintenant, c'est plus des Season Pass à 50, voire 60 balles. Ça dépend ce qu'il y a dedans, en fait. C'est toujours pareil. J'y viens. Ouais. Il y a donc déjà là pour l'actualité. Il y a les photos déjà. Il y a les photos. Bon, c'est bon. Voilà, il y a les photos à 6 €. On a gagné 6 €, on est content. Il y a Demeter là qui est sorti au mois de février 2026. Donc ce mois-ci, je crois que c'était même il y a quelques jours à peine. Donc Demeter, la déesse de l'agriculture, qui a des pouvoirs assez cool, faut bien l'avouer, où tu peux attaquer la flore de tes ennemis, donc leur faire assécher les buissons, les fermes, couper un peu les vivres. Donc tout ça, c'est assez sympa, avec des divinités mineures comme Pan, Hestia, Perséphone. Enfin bref, on est vraiment dans le mythe. C'est très cool en termes de contenu. L'extension seule, je crois qu'elle vaut 20 €, avec le Season Pass, du coup 30 €. Ouais. Et voilà, tout un tas d'ajouts, sachant que dans ce Season Pass, il y a déjà les mythes japonais, il y a les mythes chinois, et il y aura un nouveau mythe qui s'appelle Obsidian Mirror. Une grosse mythe, j'ai pas osé la faire, même si je l'avais. Qui rajoute les Aztèques avec Quetzalcoatl en divinité. Donc tout ça, je trouve ça très bien. Je trouve le contenu hyper intéressant. Enfin voilà, les armées chinoises, japonaises, Quetzalcoatl qui arriverait plutôt en juin, c'est génial. Mais je trouve ça vraiment trop cher. J'ai du mal avec la politique commerciale de ce titre, alors que vraiment, je suis complètement client. Mais tu vois, le Season Pass à 30 €, je trouve, pour de l'ajout d'unités, encore une fois, je ne néglige pas le travail qui est fait derrière. C'est des factions complètes ou c'est juste des unités par-ci par-là? C'est des factions. Non, c'est des vraies factions. Il y a la divinité, la grosse divinité, plus les divinités mineures avec les factions qui sont en dessous et tout. Ce que je voulais saluer, c'était pas vraiment le prix, c'est le suivi sur ce jeu qui a plus de 20 ans.
sur ce jeu légendaire qui continue à avoir du contenu, un peu comme Age of Empires 4. Et ça me fait plaisir parce que c'est des institutions et de voir ces jeux continuer, perdurer, toucher un maximum de joueurs. Ils sont sortis sur PS5, même sur console maintenant. Enfin voilà, ça fait vraiment plaisir. Donc je chafouine un petit peu sur le prix que je trouve vraiment excessif parce que pour s'acheter les deux, on arrive à plus de 80 €, enfin 70-80 pour l'extension plus le jeu de base qui a plus de 20 ans quand même s'il est très joli. Ils font pas une édition Gold avec le Season Pass inclus ou un truc du genre? Ben non, pas encore, ou je n'en ai pas vu. Souvent, c'est ce qu'ils font des éditions de luxe où tu peux avoir le jeu plus les Season Pass à moins cher, et là, pour le coup, ça peut être rentable. Je n'en ai pas vu, j'ai regardé sur les stores, là j'avais la page Steam d'ailleurs sous les yeux quand je parlais, et non, je n'en ai pas vu. Petite fun fact aussi, un truc rigolo, c'est qu'ils ont rajouté un DLC. Alors, est-ce qu'il est gratuit ou pas? Je ne sais plus. Celui-ci, j'ai peur de dire des bêtises, qui s'appelle Blood and Bones Pack, qui permet, une fois que les ennemis meurent, de rester sur le champ de bataille. Il y a plus d'effusion de sang, etc. Donc ça, je ne sais pas si c'est payant. Si c'est payant, c'est abusé. Si c'est gratuit, tant mieux. Mais c'est pour éviter, c'est pour limiter les classifications PEGI des jeux. Le jeu de base, il n'a pas toutes ces effusions de sang, il n'a pas tous les cadavres qui restent, etc. Mais c'est trouvable en DLC. Comme ça, il minimise un petit peu l'impact sur le PEGI, la classification du jeu de base. Et ça, c'était assez rigolo, je trouve. Ouais, tout à fait. Là, je viens de voir, ils ont une édition premium à 49,99, mais j'ai pas l'impression qu'il y a tout ce que tu annonces dedans, en fait. Il y a Immortal Pillar, il y a Heavenly Spear et Freyr en pack de divinité. D'accord. Mais du coup, il manque le dernier avec les Aztèques, c'est bien ça? Aztec qui sortirait plutôt en juin et Demeter là qui est sorti en février. Du coup. Ouais, c'est ça. Donc, c'est un demi-season pass, quoi. Un moite-moite. Ouais, c'est vrai que c'est pas ouf comme façon de faire. Généralement, ils essayent quand même de faire des packs de luxe avec suffisamment d'attrait pour que les gens puissent passer à la caisse et avoir une petite remise. Après, en soi, moi, je te disais tout à l'heure, le prix me choque pas plus que ça, dans le sens où j'ai vraiment vu des Season Pass beaucoup plus abusifs. Je pense à celui de Pokémon, par exemple, qui est sorti dernièrement, qui est quand même un peu plus dégueulasse, parce que tu sens vraiment que c'est quelque chose qui a été amputé du jeu. Après, là où je trouve quand même que c'est intéressant, et c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'ils n'ont pas sorti le jeu pour sortir le jeu, en fait. C'est qu'ils continuent à y mettre du contenu et tout. Et ça, c'est cool, parce que moi qui ai fait le jeu il y a fort longtemps, j'ai bien envie de m'y remettre, en fait, juste pour tester ces nouvelles unités. Non, mais ça, il le mérite carrément. Et en fait, mon plus gros reproche sur la partie tarifaire. Ouais, parce que je pense que ce genre de jeu mérite de vivre avec une roadmap gratuite, comme je disais, et aussi du contenu qui est payant. Et encore une fois, quand il y a du travail derrière, ce que je ne minimise pas, il est normal que les personnes touchent leur argent. Mais c'est une question plus de juste milieu. Et là, je trouve que ça commence à faire beaucoup, tu vois, en termes de prix pour un jeu qui, encore une fois, est assez ancien. Néanmoins, je nuance moi-même mes propos en disant que c'est un jeu de grande qualité, d'extrême qualité, même dans son style, que le contenu est quand même cool. Jouer, encore une fois, les Japonais, les Chinois, Demeter, etc., c'est très chouette. Plus il va s'étoffer, plus ça va devenir intéressant de toute façon de le prendre. Exactement. Je te propose de rester pas du tout dans les STR. De rester dans le jeu vidéo, ok. De rester dans le jeu vidéo quand même, mais pas que. On va parler un peu de tech. Donc avec l'entreprise Unity, donc qui font du moteur de développement de jeux plus basé sur le mobile, où leur big boss, Matthew Bromberg, s'est exprimé, je crois que c'était lors d'une communication aux actionnaires. Je crois que c'était vraiment dirigé vers eux, cette communication à confirmer, mais il me semble bien que c'était ça, avec l'idée que demain, grâce à l'IA générative, nous pourrions invoquer des jeux à la demande. Donc, selon lui, l'IA n'est plus qu'un simple outil de productivité, mais vraiment un accélérateur pour réformer entièrement les chaînes de production des jeux vidéo et donc les temps et les coûts de développement. Et donc, ce qu'il disait, c'est que l'avenir du jeu vidéo est autour du prompt engineering, donc qui est la capacité, la science à donner des ordres à une IA, donc faire des prompts pour générer des jeux vidéo en temps réel, ou en tout cas dans une durée très très courte. Et donc, selon lui, le prompt engineering s'adresse davantage aux développeurs qui, au lieu de mettre des blocs les uns à la place des autres manuellement
pour créer des jeux vidéo, et ben, il demandera demain à une IA de le faire, et son travail de développeur ne sera de moins en moins du codage, de moins en moins de quelque chose d'artistique, mais plus basé du coup sur le prompt engineering, qui est une discipline tout à fait différente que celle des développeurs aujourd'hui. Oui, exactement. Donc, qu'est-ce que ça traduit? Voilà, ça, c'était son grand message. Qu'est-ce que ça traduit pour des moi? Licenciements. Bah, ça peut, en effet, à mon sens, ne pas se traduire autrement que par des licenciements, mais en tout cas, moins de développeurs, c'est certain. Après, l'argument phare, c'est les tâches avec peu de valeur ajoutée. Et là-dessus, philosophiquement parlant, je suis assez d'accord qu'il y a des choses que l'on doit automatiser, et il y a des procédés dans des chaînes de production quelconques où, en effet, certaines tâches ne doivent pas être données à des êtres humains. Néanmoins, dans les mondes créatifs du jeu vidéo, du cinéma, de la réalisation, des effets spéciaux, etc., c'est aujourd'hui plutôt des petites mains, si je puis dire, sans dénigrer, qui font ce travail-là, c'est ça, oui. Et qui sont, ces petites mains et ces jobs-là, des points d'entrée dans ces grandes entreprises, où avec le temps, ils font leurs armes, ils évoluent à des postes de plus en plus créatifs. Et moi, ce que j'ai peur, c'est que ça verrouille demain les marchés créatifs comme ça, parce que moins de portes d'entrée. Quand il y a plus de petites mains, il y a plutôt des personnes très qualifiées, et les personnes très qualifiées, on attend d'eux qu'ils aient quoi? De l'expérience. Sauf que pour avoir de l'expérience, il faut avoir un jour été petite main, si je puis dire. Encore une fois, je le dis évidemment sans déni de classe ou quoi que ce soit, mais c'est la réalité, on a tous commencé en bas de l'échelle, et c'est bien normal. Donc mon inquiétude est celle-ci, c'est sur le marché de l'emploi demain, c'est comment rentrer dans ces entreprises de développement, etc. Et ouais, et en ça, j'ai un petit peu peur. Et il évoquait aussi que c'est les développeurs qui font du prompt engineering. Sauf que moi, l'autre dérive que je vois, c'est que cet outil ne soit plus dans les mains des développeurs demain, mais plutôt dans les mains des joueurs. Et que ce soit les joueurs qui pondent leur jeu eux-mêmes en fonction de leurs critères, leurs goûts, etc., se substituant complètement de la partie développement des équipes créatives. Donc, il évoque, je trouve, l'avenir de façon assez franche, mais c'est pas pour nous rassurer. En tout cas, moi, je suis, au regard de ce qu'il dit, pas très optimiste. Là-dessus, je te rejoins, surtout qu'en ce moment, on voit il y a quand même un sacré bond en avant au niveau de l'IA, surtout dans les vidéos. Je vois certaines vidéos qui pop comme ça sur les réseaux sociaux où ils font des scènes complètes de films avec des acteurs connus ou avec des acteurs inconnus, où faut vraiment regarder plusieurs fois pour voir que c'est de l'intelligence artificielle, parce que franchement, parfois c'est à s'y méprendre. Et Netflix déjà avait annoncé que eux souhaitaient intégrer l'IA à leur production pour changer les marques, par exemple, ou des choses comme ça, mais pas que, peut-être même éventuellement changer des scènes de films au bout d'un certain temps. Et moi perso, ça me fait peur, parce que c'est un gros frein à la créativité, ça va être un gros coup dans le bassin de l'emploi, parce que c'est pareil, les effets spéciaux, c'est comme les gens qui font des jeux vidéo, il faut bien commencer quelque part, et je pense que c'est surtout les juniors qui vont en pâtir. Et créer des prompts, ça peut devenir un métier, mais je pense pas qu'on ait besoin d'autant de gens pour créer des prompts que de personnes pour créer des effets spéciaux ou des jeux vidéo. Et je t'avoue, moi, c'est quelque chose qui commence à me terrifier petit à petit. Ouais, tout à fait. Sur l'aspect créatif, on peut se dire, et c'est aussi un des contre-exemples, là je me fais plutôt l'avocat du diable, c'est que qui dit que en mettant ce genre d'outils dans les mains de tout le monde, il y a plus de créatifs, il y a plus de gens qui sont capables de faire ce métier-là. Il y avait eu sur le marché du marketing une étude qui avait été faite où les boîtes de com, les boîtes marketing, avec l'arrivée de l'IA, ne se sont pas réduites, les publicitaires, etc. Mais au contraire, elles se sont drastiquement élargies. Il y a de plus en plus d'offres parce que c'est un travail qui devient accessible à de plus en plus de monde. Donc peut-être que le développement de jeux vidéo, ce sera ça. Néanmoins, moi, je reste quand même inquiet sur ce que tu disais. C'est le marché de l'emploi, les développeurs, les métiers. Faire survivre des métiers comme ceux-là qui sont à mon sens précieux, créatifs, etc. Là, je trouve qu'il y a un réel danger. Donc, ce qu'il évoque, notre cher Mathieu Bromberg, j'avais oublié son nom, j'ai dû relire mes petites notes. C'est pas de l'utopie, c'est pas du futur. Pour moi, c'est déjà là, c'est en train de se jouer devant nos yeux et à un rythme qui ira tellement vite qu'on ne s'en rendra même pas compte.
et qui, je trouve, représente un réel danger pour les emplois. Le problème, c'est que l'intelligence artificielle va plus vite que la création des lois, en fait. Ouais, et on se retrouve à un stade où elle évolue à une telle vitesse que les lois n'arrivent pas à suivre, et si c'est pas cadré dès maintenant, ça va être la porte ouverte à tout et n'importe quoi, surtout aux États-Unis avec tout ce qui est jurisprudence, les choses comme ça. Donc ça, c'est quelque chose qui m'inquiète énormément, et j'ai pas encore l'impression que ce soit pris au sérieux par les gouvernements. En tout cas, pas suffisamment. Non, il y a l'Europe qui fait beaucoup pour le coup, hein, voilà, sur le sujet. Mais l'Europe est sur le sujet, parce que les États-Unis, la Chine, pas vraiment. Non, pas vraiment, et au contraire, de toute façon, c'est leur philosophie beaucoup plus libérale. Mais je suis d'accord, on légifère pas assez vite. Il y a de l'inertie, en tout cas politique, toujours dans ces sujets-là, pas que ces sujets, c'est logique. Mais l'IA n'attend pas. C'est un bon slogan d'ailleurs, l'IA n'attend pas. L'IA n'attend pas. Et en tout cas, oui, ça pose des vraies questions sociétales. Et je trouve que sa sortie à ce patron illustrait bien ça, d'un danger qui est réel et qu'il faut avoir à l'esprit, et remplacer, encore une fois, comme je vous disais, les petites mains, c'est pas anodin, c'est des métiers d'entrée qui sont plutôt jeunes, qui construisent une carrière, etc. Et voilà, il faut penser à eux, évidemment. Surtout, c'est des métiers qui font rêver la jeunesse. Moi, je parle à des ados, développeurs de jeux vidéo, pour eux, c'est waouh, tu vois, le Graal, ouais. Au-dessus, t'as le soleil, quoi. Et c'est vrai que si tu commences à les casser dès maintenant en mode non, t'intéresses pas à ça, dans quelques années, c'est peut-être potentiellement la fin. Et oui, c'est dur de se projeter. En fait, c'est super triste parce que c'est dur de se projeter, en fait. Donc, et ceci clôture la partie actualité de la semaine, qui était plutôt light, mais on sortait de grosses émissions State of Play, Nintendo Direct, Xbox Developer, enfin bref, il y en a eu pour sans parler des invitations qu'on a eues à côté. Oui, voilà, le podcast en ce moment, on enchaîne pas mal, mais bon, et on a tenu le timing très très bien. On est bien. On va parler de Kirby Air Riders, donc un jeu qui sera pas évident pour moi d'en parler, parce que c'est un jeu pas évident à décrire, qui est sorti en novembre 2025 sur Switch 2. J'attends seulement maintenant pour en parler parce qu'ils avaient annoncé la sortie du mode Grand Prix. Et c'est le cas, il est sorti il y a peu de temps, le mode Grand Prix, donc je vais pouvoir en parler. Il a été développé par HAL Laboratory, Sora, l'entreprise Sora aussi, qui est sous la direction de Sakurai, dont je serai obligé de parler parce que Sakurai, c'est une personnalité très influente du monde du jeu vidéo au Japon. Et je crois que j'ai tout dit. On va se mettre un peu de musique. Attention, ça secoue. On est sur Kirby, Kira, mais ça secoue, les musiques. Donc on se retrouve juste après la musique et puis c'est parti. Et donc Sakurai, Masahiro Sakurai de son petit nom, donc qui est quand même, comme je disais, une personnalité surtout chez Nintendo qui devient de plus en plus influente, à tel point, je ne sais pas si tu avais vu le Nintendo Direct de quasiment 50 minutes, je crois, dédié à Kirby Air Riders. Alors non. Il était intéressant à analyser ce Nintendo Direct parce que c'était un let's play. Donc c'est une émission qui ne ressemblait à aucune autre parce que ce cher Sakurai, c'est un très grand passionné et c'est un YouTuber aussi. Donc je crois que sa chaîne, elle s'appelle Smash Ultimate ou quelque chose comme ça, ou peut-être que je confonds, je ne sais plus, je ne l'ai pas noté. Mais en tout cas, c'est un YouTuber qui adore par-dessus tout décrire les mécaniques de jeu. Ouais, c'est vraiment son truc. Il passe du temps avec ses viewers à décrypter les moindres détails des jeux vidéo, les systèmes, le gameplay, etc. Parce que c'est une personne qui a une très grande fibre par rapport au système de jeu. Et c'est aussi un très grand passionné. Et donc, au travers de sa chaîne YouTube, il expliquait que, j'ouvre les guillemets, le défi n'était pas d'ajouter des boutons, mais de rendre le bouton unique capable d'interpréter 1000 intentions. Et je trouvais que c'était une bonne phase d'intro pour ce jeu Kirby Air Riders parce que, Kira, figure-toi qu'il n'y a qu'un seul bouton pour jouer à ce jeu-là. D'accord. Je décrirai un petit peu après pourquoi d'ailleurs, ça va être rigolo. D'un point de vue technique, ils ont même fait appel à de la motion capture pour Kirby Air Riders, mais pas pour les personnages, parce que ça aurait été compliqué, je pense, de trouver une frimousse dans la vraie vie ou une Madame Boule qui ressemble à Kirby. C'est pas facile.
mais sur la physique des véhicules. Donc les ingénieurs de HAL Laboratory ont travaillé avec motion capture pour retranscrire les sensations, surtout d'inertie des pilotes et des chars, ou des cartes, ou je ne sais pas comment on peut dire, de ce jeu. Et c'était assez rigolo. Et donc, je vais reciter Sakurai pour bien poser le cadre. Il dit, nous n'avons pas fait un jeu de course, nous avons fait un simulateur de friction onirique. Donc, compte tenu de tout ça, tu te rends bien compte que Kira, c'est pas facile à décrire ce jeu parce que... En effet, je vois. Enfin, du moins, ça ressemble à rien qui existe. Donc, c'est pour ça qu'on parlera un petit peu tout à l'heure de la comparaison avec Mario Kart parce qu'elle est évidente. Mais il faut se dire qu'on est... il y a Mario Kart et il y a un opposé, et cet opposé, c'est Kirby Air Riders, et on verra pourquoi. Mais en tout cas, le jeu a été vraiment façonné des mains d'un artisan, et Sakurai, à qui on doit, je ne l'ai même pas dit, mais Super Smash Bros. Melee, qui est tout simplement, on lui doit aussi Kid Icarus. Je ne sais pas si tu aimais bien, c'est vachement cool. Personnage, ça. Avec ses ailes, Icar, qui est très très cool. Et Super Smash Bros. Melee, c'est... le deuxième ou troisième jeu le plus vendu de chez Nintendo. Il y a eu 40 millions, je crois, de ventes, un truc comme ça. C'est un jeu joué en compétitif. C'est tout un pan de la culture du jeu vidéo moderne de Nintendo. Donc c'est pour ça que Sakurai, tu vois, il a cette aura finalement au sein d'une certaine frange de joueurs, parce que Kirby Air Riders, contre toute attente, c'est très bien vendu. Ils ont presque atteint les 3 millions de ventes. Et au sein de Nintendo, forcément, le mec, il a des ailes et une auréole au-dessus de la tête. Mais ce qui est cool, c'est que c'est vraiment un créatif. Tu vois, il a une vision. Il a une vision du jeu vidéo, et ça, on peut évidemment pas lui enlever. Est-ce que ça t'intéresse, l'histoire de Kirby Air Riders ? Bah écoute, je suis tout oui. Alors, je l'ai noté parce que je l'ai évidemment pas retenu en jeu. Donc, c'est Popstar. C'est une planète qui est en proie à une distorsion gravitationnelle. Et pour stabiliser la planète, les Kirby doivent générer de l'énergie cinétique via leur Air Ride Machine. Donc voilà, le scénario, qui est un scénario évidemment prétexte, on s'en fiche. Un scénario Nintendo. Oui, mais surtout un scénario prétexte à des courses de voitures. Oui, tout à fait, un peu comme le jeu Pod ou même Mario Kart. Exactement, on n'est pas, tu parlais de Nintendo, on n'est pas dans un Zelda Breath of the Wild, bien au contraire. Forcément, c'est pas les mêmes ambitions non plus. Non. Ce qui saute aux yeux tout de suite, c'est que c'est, d'un point de vue artistique, j'entends bien, c'est que c'est hyper saturé, c'est hyper coloré, voilà, ça tape très fort à l'œil. Ce qui a un intérêt quand même, c'est que les circuits écoute, Kira, ils sont juste trop beaux. Mais vraiment, dépassant, je trouve, même la qualité visuelle des circuits de Mario Kart, même du 8, qui sont pourtant des références pour moi, enfin je le dis, j'adore. Là, un des très gros points forts, c'est la technique et la direction artistique de ce jeu qui vraiment est assez époustouflante. Je parle de technique, mais le jeu tourne à 120 FPS en 4K en mode docké. En mode non docké, tu es à 60 FPS, qui est déjà ultra nerveux, tu vois, pour j'imagine, carte. Pour te donner un petit exemple, je suis pas du tout... moi, j'ai pas le mal des transports ni rien. J'ai joué à Kirby Air Rider dans le train. J'ai arrêté, en fait, tu vois, ça me tournait, mais vraiment, j'étais pas bien. Donc, pour te dire à quel point c'est frénétique, c'est énervé. Est-ce que c'est de trop ? Bah, chacun y trouvera son compte. Moi, peut-être un peu trop, tu vois. J'ai eu du mal. Mais d'un point de vue technique et direction artistique, hyper saturé, très coloré, très vivant, très dynamique et tout, bon, bah, c'est clairement réussi. Néanmoins, on arrive au néanmoins quand même. Oui. Il y aura du néanmoins. Tu parlais de Mario Kart tout à l'heure. C'est vrai, quand on avait commenté tous les deux, quand le jeu avait été présenté, quel intérêt de sortir ça avec Mario Kart qui sortait en même temps que la machine, et Kirby Air Riders qui sortait 3 mois après. Et de fait, les jeux sont, comme je disais tout à l'heure, des stricts opposés. J'arrive même pas à classer Kirby Air Riders dans les jeux de course. Pour moi, c'est limite du jeu de combat sur piste, tellement que c'est frénétique. J'expliquais tout à l'heure, il y a un bouton. Donc, d'ailleurs, c'est pas que le bouton A, vous pouvez utiliser le bouton A, le bouton B, la gâchette, bref, il y a un bouton, une fonction, mais c'est le bouton de votre choix. En plus, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le A.
Et ce bouton, il sert à freiner, il sert à charger le boost, il sert à frapper ses ennemis si on est à côté, il sert à accumuler du drift dans les virages. Bref, ce bouton sert à tout. Et en fonction du moment où on va le presser, c'est contextualisé en fonction de ce qui se passe. Si on tourne et qu'on appuie sur ce bouton, comme je disais, on va drifter, on va aligner sa direction par rapport au virage, etc. Mais il n'y a qu'un seul bouton, et pour cause, le kart avance tout seul. Notre personnage avance tout seul. Tu vois, t'as pas de bouton accéléré, ça avance tout seul. Ok. Donc il y a vraiment, littéralement, la direction évidemment pour aller de gauche à droite, mais il y a un bouton et la direction. Ce qui fait que on peut se dire que c'est un jeu extrêmement accessible puisqu'il y a un seul bouton. Sauf que dans les faits, c'est absolument tout l'inverse qui se passe. C'est un jeu d'une extrême exigence, j'ai trouvé. Jeu dit comme ça a l'air un peu chiant. Donc Non, c'est vraiment très bien. Non, je ne vais pas en arriver à ma conclusion, mais oui. C'est hyper technique à tel point que ça nécessite un vrai niveau d'investissement. Et c'est là aussi, je trouve, que le jeu reflète une certaine dimension de jeu de combat. C'est que pour être bon à un jeu de combat, il faut s'y investir. Il faut apprendre les combos, c'est du situationnel, il faut savoir en fonction de ce que l'adversaire va faire, quoi répondre, etc. Et Kirby Air Riders reprend beaucoup du jeu de combat. Et à contrario, Super Smash Bros. Melee, c'est un jeu de combat qui n'en est pas non plus vraiment un. C'est un jeu en arène, multijoueur, etc. Donc c'est un peu ça la patte Sakurai, c'est qu'il te fait un jeu d'un style, mais qui finalement emprunte d'un autre pour te retrouver avec, tu vois, une sorte de mélange, quelque chose d'assez subtil et de finalement très unique. Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, Kirby Air Riders est un jeu qui ressemble à aucun autre. Et ça, c'est une singularité qu'il faut évidemment lui accorder. Oui, c'est très tout cool. À fait. Au moins, ça permet de changer, quoi. C'est carrément ça. Mais à contrario, le vrai revers de la médaille, c'est que c'est un jeu auquel il faut s'investir beaucoup. Un très très bon joueur de Kirby Air Riders, je pense que c'est incroyablement impressionnant à regarder, tu vois. C'est le genre de jeu où moi, je pense vraiment prendre plus de plaisir à le regarder qu'à le jouer sur les scènes compétitives, sur les matchs, etc. Ça doit être un jeu à streamer, quoi. Ouais, un jeu à streamer ou vraiment, encore une fois, un jeu compétitif. Parce qu'il y a énormément de paramètres à prendre en compte en fonction de ton véhicule que tu vas sélectionner. Il va réagir plus ou moins différemment dans les courbes. T'es vraiment pas comme sur un Mario Kart où il y a que le poids qui fait que ça change entre accélération, etc. ou vitesse de pointe. Là, c'est une multitude de paramètres que ton véhicule va utiliser, gérer. Comme on dit dans les virages, la mince, tu sais, j'ai oublié le terme. Drift. Non, c'est pas ça que je voulais dire, c'est pas drift. En tout cas, l'inertie, voilà, c'est ça que je voulais dire. L'inertie, d'accord, ouais. L'inertie change complètement, même le kart, donc il avance tout seul. Quand tu appuies sur la touche pour freiner ou faire un boost, en fonction du kart, ça aussi, ça va changer en fait. Tu n'auras pas le même feeling, pas la même réaction du véhicule. C'est vraiment extrêmement pointu. C'est ce qui me fait dire qu'encore une fois, ça emprunte énormément au jeu de combat dans son exigence parce que ça demande un niveau de maîtrise, si tu veux, que à Mario Kart, il y a des très très bons joueurs. Mais à Mario Kart, tu vois, tu peux le donner dans les mains de tout le monde. Le résultat fonctionnera, tu vois, que ce soit ma petite nièce qui a 7 ans ou moi qui en ai 37, on va s'en sortir. Oui, tu puis il y a aussi plusieurs modes de difficulté, entre guillemets, avec la puissance des moteurs, ça peut jouer. Exactement. Que là, on est sur un niveau c'est extrêmement pointu. C'est l'inverse accessible. Et il y a une myriade de modes de jeu. Donc Sakurai adore ça. Donc on a la course traditionnelle, on va affronter nos adversaires, tout simplement en ligne ou contre l'ordinateur. Il y a le Top Ride, ça fait penser à ce mode de jeu à Micro Machine. Je ne sais pas si tu avais connu ça, le jeu vidéo vu Micro Machine V3, oui, j'en ai fait des heures et des heures sur ce jeu. C'est excellent, j'adore. Il y a un mode comme ça dans Kirby Air Riders, qui est mon mode préféré d'ailleurs, qui s'appelle Top Ride, qui est vraiment en mode Micro Machine, donc tout ce que j'aime. Il y avait le mode City Trial, donc qui est le mode le plus bizarre, où tu es dans une arène en monde ouvert. C'est pas vraiment un monde ouvert, c'est une arène très grande ouverte. Et pendant 5 minutes, tu vas collecter des items pour qu'à la fin de ce mode de jeu-là, tu aies une épreuve, que ce soit une course ou autre chose, parce qu'il n'y a pas que des courses non plus dans le jeu.
Tu vois, un peu à la Fall Guys, tu peux aller choper sur une cible. Tu vois, tu te balances sur une cible, il faut atteindre le cœur de la cible ou le maximum de points, etc. Un genre de mini-jeu, ouais. Voilà, il y a du mini-jeu comme ça. Okay. Et ce City Trial, c'est vraiment ça. Tu t'affrontes, tu récupères des items pendant 5 minutes en mode hyper frénétique et tout, de fou. Et après, tu as ton épreuve pour voir qui gagne à la fin. Et après, tu as un mode histoire qui est road... j'ai peur de dire que ce soit road trip, je sais plus. Enfin, un mode histoire qui est 5-6 heures de jeu, je crois, où là, tu vas enchaîner les épreuves, des courses, des combats de boss, parce qu'il y a des combats de boss aussi dans le jeu. D'accord. Je te dis, il y a vraiment une grosse dimension combat qui est... je te dis, j'ai presque limite plus envie de le mettre dans un jeu de combat qu'un jeu de course. Et dans ce mode histoire, bah, tu enchaînes les différents défis. Et entre chaque défi, tu vas augmenter la puissance de ton personnage en prenant de la force, du poids de véhicule pour l'ancrer plus au sol, etc. Okay. Enfin voilà. Donc tu as différents modes de jeu, tu as différentes épreuves, tu as plusieurs systèmes. Enfin, c'est d'une richesse. Du coup, la durée de vie est assez importante. Bah en fait, la durée de vie est importante, oui. Dans le mode histoire, pas trop, parce que c'est 5-6 heures, comme je disais, mais le reste, en effet, c'est... Enfin, moi, je ne vois pas, si tu veux, comme un jeu de combat, je ne vois pas de limite de temps, en fait. La limite, c'est toi qui vas te l'imposer le jour où tu en auras marre, parce que ça me semble tellement dense à appréhender que, enfin, moi, ça me dépasse, si tu veux. Je n'arrive pas à anticiper. Je vois même pas, moi, le niveau qu'il me faut pour être... Enfin, le temps de jeu qu'il me faut pour être bon à ce jeu-là, parce que je ne l'ai jamais été. Tu vois, sur toute la session que j'ai fait, j'étais nul. Je resterai nul, je pense, sur ce jeu-là. Et niveau fun, est-ce que c'est fun à jouer? C'est plus fun qu'un Mario Kart? Est-ce que tu le conseilles justement à des gens qui veulent de la sensation forte? Ou est-ce que c'est un peu, comment dire, vraiment l'option secondaire, quoi? Alors, ceux qui veulent des sensations fortes, je pense que tu as utilisé le bon terme. C'est des sensations fortes H24 en mode tout le temps, adrénaline. Enfin voilà, c'est très électrisant comme jeu, c'est très stimulant visuellement dans le rythme, etc. Est-ce que c'est fun? Je pense que ça dépend de ce que l'on aime. C'est pas fun comme un Mario Kart où c'est facile et simple et accessible à tous. C'est fun dans l'exploitation de ces systèmes et dans le fait de se dépasser, d'être toujours meilleur comme on le serait sur un jeu de combat, tu vois. Ça me fait un peu penser à Wipeout dans ce que tu dis, tu sais, le côté vitesse excessive où tu vas pleine balle vers ton objectif, tu vois, où t'as pas le temps de doser ta vitesse en fait, hein. C'est vraiment t'es à fond et après tu gères ce qu'il y a autour. Et ben franchement, c'est Wipeout en termes de frénésie, avec un mode combat où tu rentres dans les gens, que tu les tapes, que tu récupères des items, que tu leur balances, tu sais même pas trop. Enfin, franchement, c'est à part. C'est pour ça que j'ai beaucoup de difficultés à décrire ce jeu. C'est que c'est une expérience qui est, mais qui, encore une fois, et qui a trouvé un public. Et les fans de Sakurai en sont dingues parce que c'est un jeu qui lui ressemble énormément. Tu vois, c'est un jeu à mécanique, à système, sous ses couverts de jeu extrêmement simple. Il le dit, il n'y a qu'un seul bouton. En fait, le jeu est d'une complexité, à mon sens, qui est énorme. Donc, là où j'ai eu une mauvaise lecture du jeu, mais vraiment c'est moi parce que je connaissais pas beaucoup Sakurai, pas assez parce que j'ai pas joué à Smash Bros et parce que je me suis laissé berner, j'avoue, par le côté Kirby. J'ai une mauvaise lecture du jeu. C'est un jeu d'hardcore gamer en fait. Tu vois, on est vraiment sur une tranche de jeu tranche de joueurs assez élitiste qui connaissent, qui aiment ça, et ces gens-là en seront fous. Mais moi, je vais pas. Ma conclusion, c'est ça. C'est que c'est pas fait pour moi. C'est un jeu vraiment, je le lance, je trouve ça beau, je trouve ça incroyable, je suis impressionné tout le temps par ce jeu, mais c'est pas fait pour moi, tu vois, j'y arrive pas, je me sens... peut-être un peu trop exigeant dans le sens où il faut s'investir, tu vois, s'investir beaucoup pour pouvoir avoir un certain skill, comme un Street Fighter. Exactement. Et ce que je n'aime pas dans les jeux de combat, je le disais pour Tekken 8, moi le mode combat de Tekken, le mode histoire de Tekken, j'ai aimé, mais ça s'arrête là parce que je ne suis pas fait pour les jeux de combat, parce que ça nécessite un apprentissage, une discipline, etc. Et c'est pas un style de jeu qui m'intéresse pour ça. Je préfère accorder cette discipline et tout à un Dark Souls ou une connerie comme ça. Kirby Air Rider, c'est vraiment ça. C'est un jeu qui nécessite de la discipline parce qu'il est d'une extrême densité, complexité, etc. Mais je n'ai simplement pas envie de m'y investir parce que c'est pas un style qui me fait assez vibrer, si tu veux. Ouais, je vois. Ouais. Mais pour autant,
c'est un jeu que j'ai adoré analyser, regarder, comprendre et me rendre compte du travail que Sakurai a fait. Mais inévitablement, je te dis, c'est pas fait pour moi, quoi. C'est pas fait pour moi. Je pense aussi que la communication sur le jeu était peut-être un peu biaisée, c'est-à-dire ils l'ont pas vendu vraiment comme ça. Hein. Ça avait l'air d'être vendu comme un jeu familial. En tout cas, quand tu regardais les pubs à la télé ou les pubs au cinéma, parce que je me souviens avoir vu une pub Kirby Air Rider dans mon cinéma avant un film, et c'était un peu vendu, tu sais, comme au contraire, c'est comme un Mario Kart, mais peut-être plus accessible, alors que oui, t'as l'air de m'annoncer tout l'inverse en fait. Allez, mais je le dis, ne l'achetez pas pour un enfant qui a envie de chiller tranquille. Mario Kart est fait pour ça, quoi, avec le Mario Kart 8, et tout. le meilleur Mario Kart. Moi, je préfère Double Dash, mais bon, soit Mario Kart 8 ou même Mario Kart 3, on a qui est très cool. Enfin, moi, je sais, mes neveux nièces adorent jouer au mode balade. Enfin, c'est chill, c'est sympa. Kirby Air Riders, enfin, c'est crise d'épilepsie, quoi. C'est vraiment l'opposé total. Et c'est une des philosophies, un des adages qu'on connaît, easy to learn, hard to master, donc facile à apprendre mais très difficile à maîtriser. Bah voilà, c'est presque ma conclusion. Kirby Air Riders, c'est ça en fait. Donc il faut avoir ce niveau de lecture pour ce jeu. Et donc ma conclusion, c'était un petit peu celle-ci. Voilà, je l'ai un peu faite, je l'ai égrené ma conclusion au fil de la chronique. Mais j'ai des difficultés à en parler de ce jeu parce que c'est vraiment un bijou technique. Un cas d'école. C'est de l'orfèvrerie, comme Super Smash Bros, qui est un jeu de combat très pointu, extrêmement pointu, et on le voit à très haut niveau, et même à faible niveau, bah, c'est pas si accessible que ça. Et Kirby Air Riders, bah, c'est ça. C'est un jeu d'auteur, un jeu qui a une vision très claire du jeu vidéo, qu'il fait sans concession. C'est à son crédit. C'est un créatif qui va dans son idée et il l'assume complètement. À côté, moi je le dis, il est vraiment pas fait pour moi ce jeu. À chaque fois que je le lance, je suis impressionné, mais j'ai pas forcément envie d'y jouer. Donc c'est ce qui me fait dire que voilà, c'est pas un jeu que j'ai aimé. Je peux pas dire que j'ai aimé. J'ai été impressionné par la proposition, mais le jeu ne m'a pas plu. Donc je vais m'en arrêter là. J'ai pas fait tout ce qu'il y avait à faire dedans, mais voilà. Néanmoins, c'est intéressant d'en parler parce que voilà, il faut se guider aussi tout à chacun sur le choix des jeux aujourd'hui. Et Kirby Air Riders, je pense, n'est pas à mettre entre toutes les mains. Et moi, je le conseille qu'aux initiés qui savent dans quoi ils mettent les pieds, quoi. Parce que sinon, c'est chaud, quoi. D'accord, moi je vois. Donc, ceci clôture ma chronique sur Kirby Air Riders. Donc, j'ai sué 100 EO pour vous la faire. Pour la proposer. Ouais. On va te laisser parler de JoJo Bizarre Adventure, qui sera beaucoup plus de plaisir pour toi, parce que je crois que tu as beaucoup aimé. Exactement, tout à fait. Je vais commencer une chronique JoJo Bizarre Adventure que j'étofferai au fur et à mesure des épisodes de la taverne. Pour la simple unique raison, c'est que c'est quelque chose qui est très long et que je ne vais pas faire en une seule fois. Parce que là, déjà, rien que la première saison, qui correspond à 2 arcs, c'est déjà quand même assez dense. Donc je me suis dit, bon, je vais y aller petit à petit. Tu fais bien. J'ai sélectionné l'opening de la saison 2. JoJo Bizarre Adventure est une œuvre du mangaka japonais Hirohiko Araki. T'as vu, je l'ai super bien dit pour une fois. Bien géré, je trouve que c'est pas mal. Voilà, né en 1960, il commence sa carrière dans les années 80 après quelques one-shots et essais. Il trouve vraiment son style avec le manga JoJo. Et depuis, il n'a pas quitté ce manga. Donc de 1987 à maintenant, il est toujours en train de faire du manga JoJo. Donc c'est quand même une belle longévité, car contrairement déjà au manga de son époque, qui reposait sur des thèmes relativement classiques, le sport, les arts martiaux, le school life, Araki impose d'emblée un univers incroyablement original, extravagant, élégant, parfois morbide aussi, et surtout très mature. Son trait est immédiatement distinctif, c'est vrai que quand on regarde le trait de Araki, avec ses lignes nerveuses, des compositions dramatiques, ses poses très inspirées par la mode et l'art occidental, on sait qu'on est sur du JoJo, quoi. Chaque JoJo tire son nom aussi d'un artiste et d'un groupe, voire d'un morceau, ou même d'une marque de mode. Donc ça, c'est important aussi de le savoir. C'est qu'il y a toute une saison, par exemple, où les JoJo, ils ont des noms comme Armani, tu vois. C'est assez rigolo. Donc c'est bizarre, ça. C'est vraiment quelqu'un qui est très, très inspiré par la culture occidentale.
Et ce qui distingue JoJo dès ses débuts, surtout, c'est sa structure par arc narratif autonome, chacun centré sur un protagoniste différent. Ils sont tous reliés par un héritage familial, donc la famille Joestar, et par un concept récurrent qui est la destinée. Cette formule permet à Araki de renouveler constamment son récit, d'explorer différents genres, donc l'horreur victorien, l'action internationale, l'occultisme, le buddy movie ou même un univers carcéral, tout en gardant une cohérence thématique et esthétique. En gros, c'est comme si chaque JoJo était une série différente qui se rebootait à chaque fois. Jojo Bizarre Adventure, donc je continue à l'appeler Jojo, hein, c'est plus simple, c'est une série extrêmement longue, comme je le disais tout à l'heure, elle court toujours à ce jour, elle compte plus de 130 volumes. Chaque arc majeur compte en moyenne entre 10 et 24 volumes, de Phantom Blood, ça c'est le premier arc, à Jojo Land, qui est en cours actuellement. Et donc ça fait 35 ans de narration continue, hein, ce qui est quand même, fou, ça. Quand même beau. C'est incroyable. J'étais en train de réfléchir, qui fait depuis autant d'années du manga sans interruption. Parce que One Piece, ça reste quand même plus récent, on en a parlé la dernière fois. Naruto, même s'il y a Boruto ou quoi que ce soit, ça reste aussi beaucoup plus récent. Il y avait éventuellement Berserk, mais c'est vrai que malheureusement Mura est décédé. Donc je me demande si toi t'en connais d'autres. Ouais, je dirais Détective Conan peut-être. C'est le même auteur toujours ? Je pense que oui, il faut que je vérifie, je sais pas, mais c'est une grosse longévité. Et il y a beaucoup de mangas très obscurs qui sont jamais sortis du Japon, qui ont des longévités de 40, 50 ans. Mais ce que tu cites, c'est en effet un des très gros cas d'école en termes de longévité. C'est hyper impressionnant, moi, je trouve. Ça, c'est intéressant. Il faut que je me penche un peu sur ces fameux mangas très longs comme ça, parce que j'aime bien voir le trait des auteurs changer avec le temps. C'est toujours super intéressant. Donc comme je disais tout à l'heure, c'est une longévité quand même assez rare, surtout dans le manga mainstream, mais surtout pour les standards des grands mangas, en fait, c'est encore plus rare, car cette œuvre a quand même une certaine radicalité, hein. Déjà le caractère design, l'esthétique des combats, hein. Jojo, ça ressemble à rien d'autre. Le principe d'arc autonome aussi, qui permet à chaque section d'attirer de nouveaux lecteurs sans demander de grandes connaissances immédiates. Ça aussi, c'est bien, t'as pas l'impression d'avoir fait tes devoirs. Le foisonnement d'idées aussi, Araki renouvelle sans cesse ses concepts, le système de pouvoir, les antagonistes, les enjeux, les lieux. Tu compares le premier Jojo Bizarre Adventure à la saison 3, où en arrivant sur Jojo Land maintenant, le système de combat n'est plus du tout le même, donc c'est fou à quel point aussi il se renouvelle. Ouais, ça évolue. Et bien sûr, les influences culturelles immenses, hein, notamment sur les artistes, les jeux vidéo, la mode, les mangas aussi, parce qu'il aime bien paraphraser certains mangas. Les poses Jojo aussi, qui sont devenues très très cultes, on en parle souvent, mais il a fait des Jojo poses, des magazines de mode carrément, donc c'est aussi intéressant de voir à quel point le manga s'est exporté jusque dans la mode, essentiellement la mode italienne aussi. C'est plutôt sympatoche. Ouais, puis il a inspiré la série des Persona en termes de jeux vidéo. Le système des Persona est un hommage direct. Ouais. Hunter x Hunter avec le Nen. C'est une œuvre qui a en effet beaucoup imprimé la pop culture, mais c'est grâce à sa longévité. Tu parlais de longévité tout à l'heure. C'est parce que les auteurs d'après ont peut-être grandi en 1987 avec les mangas de Jojo Bizarre Adventure. Ouais. Oui, puis ce qui est fou, c'est que déjà le manga il débute en 87 et on a eu quelques OAV début des années 2000, fin des années 90, début des années 2000. Ils ont tenté de faire un long métrage animé qui est tombé totalement dans l'oubli, mais c'est vraiment que très tard qu'on trouve une vraie série d'animation de grande ampleur. C'est David Productions qui s'est chargé de l'adaptation, donc c'est un studio moins connu, enfin du moins auparavant maintenant, et qui a su se consacrer avec soin, donc surtout un soin tout particulier, à la traduction visuelle du style d'Araki. Donc les couleurs, ils ont mis des couleurs qui pètent, des compositions dynamiques. Et oui, pour péter, ça pète. Hein. C'est pareil, il faut pas faire une crise d'épilepsie devant, ça peut être dangereux. Je pense à Kirby Rider, mais c'est parce qu'en effet, on est sur une œuvre un peu atypique qui joue de la saturation des couleurs, qui joue du côté un peu psychédélique et tout. Et en ça, en effet, c'est un parallèle un peu drôle que nos deux chroniques se rejoignent. L'animé débute en 2012 avec Phantom Blood et se poursuit donc très fidèlement arc par arc. C'est deux arcs dont je vais vous parler qui sont assez courts. Phantom Blood fait 9 épisodes et Battle Tendency en fait 17, soit 26 épisodes pour couvrir les 2 premiers segments de l'histoire. Ça se fait bien. Ça se fait bien, tout à fait. Donc je vais commencer par Phantom Blood, donc ça sera la partie 1 de cette chronique. Donc Phantom Blood se déroule à la fin du 19e siècle dans un Angleterre victorien teinté d'occultisme. Donc nous suivons Jonathan Joestar, on va appeler Jojo,
Un jeune gentleman héritier d'un grand domaine, sa vie bascule avec l'arrivée de Dio Brando, un garçon ambitieux, cynique et cruel, recueilli par le père de Jonathan. Dio n'a qu'un objectif, prendre la place de Jonathan, dominer sa famille et ruiner sa vie. Sympa. Cette rivalité familiale se transforme rapidement en guerre mystique lorsque Dio découvre un masque de pierre ancien capable de transformer ceux qui le portent en vampires. Donc des vampires surpuissants. Jonathan, épaulé par ses proches, développe une mystérieuse technique de combat appelée Hamon, l'onde en français, et doit lutter pour sauver son honneur ainsi que celle de sa famille, et aussi sauver l'humanité tout entière face à l'horrible ascension de Dio et de ses vampires. Phantom Blood est souvent considéré comme le plus faible des arcs, et ce n'est pas un hasard. On peut comprendre ce ressenti par plusieurs raisons. Déjà, la genèse de l'univers JoJo. Araki est encore en train de définir ses thèmes et son style. Le résultat est parfois un peu balbutiant. L'ambiance gothique, déjà victorienne, rappelle des classiques d'horreur, mais la fusion avec des combats exagérés à la Hokuto no Ken n'atteint pas encore la maturité et l'équilibre qu'on verra plus tard. Concrètement, j'ai eu l'impression de regarder du proto-JoJo. Tu vois. C'est intéressant, mais c'est inégal, c'est moins fun et surtout, c'est beaucoup trop sérieux. J'ai jamais passé cette saison. JoJo Bizarre Adventure, moi, c'est l'aura de la série qui m'avait séduit parce qu'il y a des fans hardcore de JoJo. Très grosse communauté, très active. Enfin, c'est un monument du manga. Mais j'ai jamais passé cette première arc. En fait, moi, j'accroche pas du tout. En termes d'immersion, tu vois, ce que tu parlais de Gucci, etc., la haute couture, machin. Enfin, voilà, tout ça. Tout ça, tu l'auras bien après, parce que justement, cette première saison n'a aucune inspiration, justement, avec la mode, par exemple. Bon, déjà, en fait, le gros problème pour moi de cette saison 1, c'est Jonathan Joestar. Donc, c'est un héros qui est pur et noble, mais qui manque de complexité, au final. Sa bonté, c'est admirable, mais il est un peu trop caricatural, tu vois. Il a jamais une hésitation, il a jamais une zone d'ombre. Ça fait on va dire peut-être le JoJo le plus courageux, mais il est difficilement mémorable car il est trop pur, trop blanc, surtout comparé à ce qui va suivre. C'est un JoJo sans faille, en fait, et au final, ça en fait un personnage très lisse. Okay. Dio, quant à lui, ce qui est plus marquant quand même par son charisme et sa cruauté, mais il prend des traits, encore une fois, trop classiques. C'est du méchant sans nuance psychologique, il est même au contraire assez psychotique. Il veut juste dominer le monde, of course. On est là face à un antagoniste très archétypal, c'est efficace, mais encore une fois, il y a pas de nuance. Autre petite chose aussi qui m'avait un peu saoulé dans cette première saison, c'est le concept de l'onde, du Hamon. C'est intéressant, mais je trouve qu'une énergie liée à la respiration, c'est ce qui permet à notre équipe de combattre les forces vampiriques, mais au final, c'est pas ouf à regarder, si tu veux. La mise en scène de cette technique n'est pas impressionnante. Je trouve que c'est très sobre, c'est très répétitif, et ça nuit quand même à l'impact de certains affrontements. Ce n'est pas que les combats sont mauvais, loin de là, mais il manque d'une signature visuelle intense. J'ai un peu l'impression qu'ils essayent de singer Hokuto no Ken, encore une fois, où Jonathan Joestar, c'est quand même une grosse marmule, Dio aussi, c'est vraiment... c'est deux gros viandards, les bordels, mais au-delà de ça, si tu veux, c'est juste des scènes de bagarre, et ça manque de créativité et de signature visuelle, c'est du pur shonen, en fait. Malgré tout, Phantom Blood reste quand même une introduction solide et plaisante, car l'histoire possède quand même plusieurs petites choses sympas. On a une progression dramatique qui est cohérente, on a une montée en tension qui est assez efficace, une lutte morale aussi entre l'héroïsme et l'ambition qui est assez sympathique, et surtout la conclusion qui pose des bases émotionnelles et surtout très importantes pour la suite. Donc c'est ce qui fait que malgré tout ça reste intéressant, parce que ça dure que 9 épisodes, donc 9 épisodes ça passe vite, 9 épisodes de 20 minutes. Et en fait, on le sent pas encore, mais d'ici et là, en fait, ils vont, poser des petites graines, tu vois, des fondations à un lore qui va être beaucoup plus vaste. Et surtout, on sent que, et ça, je me demande si c'est pas lié au Shonen Jump, je crois que c'était Weekly Shonen Jump à l'époque, le fait de sortir un chapitre par semaine, s'il n'était pas bridé comme il commençait, parce que on sent vraiment que le début de JoJo, ça reste quand même hyper je ne vais pas dire caricatural, mais c'est très générique par rapport à ce que va devenir la série, en fait. Et suite à ça, on a la partie 2, donc on a Battle Tendency, donc qui fait un bond dans le temps. Là, on arrive dans les années 30, à l'ombre de la Seconde Guerre mondiale, à l'aube de la Seconde Guerre mondiale. Le protagoniste, c'est Joseph Joestar, donc un autre JoJo, c'est le petit-fils de Jonathan. Okay. Et ce JoJo est très différent. C'est un jeune homme qui est
impulsif, il est rusé, il est imprévisible, il est plus haut en couleur. Joseph découvre une menace ancienne, encore plus terrifiante que les vampires, qu'on appelle les hommes du pilier. Alors je sais que dit comme ça, c'est pas classe, hein. Mais en vrai, à regarder, c'est quand même classe. Ça m'a un peu fait penser à Hellraiser d'ailleurs. Je sais pas si tu te souviens d'Hellraiser 3 avec le pilier des âmes et tout, c'est un peu pareil. Bien sûr. Donc c'est des êtres millénaires dotés de pouvoirs inouïs, hein, qui sont en lien avec les masques vampiriques. Pour combattre, Joseph doit maîtriser à son tour l'onde, mais surtout compter sur son intelligence et son imagination assez farfelue, je dois dire, pour pouvoir les combattre. À ses côtés, on va retrouver d'autres personnages plus hauts en couleur les uns que les autres. On a Lisa, on a César Zepetti, qui est le petit-fils du Zepetti qui forme son grand-père. Donc c'est marrant, on va retrouver des liens comme ça entre les deux séries. Et Monsieur Speedwagon, qu'on voit aussi dans le premier arc, qui là est beaucoup plus âgé. Et dans cet arc, ce qui est cool, c'est qu'il parcourt le monde. Il va des États-Unis au Mexique, la Suisse, l'Italie. Enfin, c'est une structure très globe-trotter. Il y a un petit côté Indiana Jones dans son ambiance post-Seconde Guerre mondiale. Et franchement, plutôt cool. Et je trouve que cet arc est beaucoup plus abouti que le premier, et pour plusieurs raisons évidentes. Déjà, Joseph Joestar, qui est un protagoniste les plus attachants de la saga à mes yeux, hein. Car contrairement à Jonathan, c'est pas un mec qui est tout blanc, si tu veux. Lui, c'est un petit peu un filou, tu vois, il va tromper l'ennemi par la ruse plutôt que par la force brute. C'est un personnage qui parle davantage, il est plus drôle, il est aussi plus naïf, et surtout, il n'hésite pas à faire de la provoque et à improviser. Et je trouve que sympa à regarder. Voilà, cette personnalité le rend immédiatement plus sympa à regarder. Attachant, voilà, et ça rend l'arc plus vivant au final. Joseph est un héros vraiment moins lisse, plus humain, qui me parle davantage, tant ses réactions sont spontanées et son humour irrésistible. Cet arc multiplie aussi les environnements, les enjeux et les types de confrontations, et ça donne des affrontements aussi qui ont une meilleure mise en scène, tu vois. On a des retournements de situation qui sont constants, et je trouve que c'est une véritable dimension d'aventure, mais même dans les combats. Et je trouve que l'arc ne s'essouffle jamais, car il développe une courbe narrative très fluide, il varie les lieux et les antagonistes, et il varie également les techniques. Du coup, l'onde, qui n'était pas ouf à regarder, si tu veux, est quand même un petit peu plus sympa et un petit peu plus original. Ok. Et surtout, à la différence de Phantom Blood, donc l'accent est mis sur un combat plus frontal et classique. Ça, c'était la première saison. Cet arc 2, lui, exploite pleinement l'humour et surtout le manque de folie visuelle de l'onde avec une certaine créativité. Dans cet arc, l'entourage également de Joseph va participer davantage. On va retrouver des ennemis plus hauts en couleur. Il y a tout un passage avec les nazis qui est assez hilarant, je t'avoue, parce que forcément, ils sont traités comme des gros débiles, et c'est nazis, quoi. Et certains de ses alliés sont quand même très attachants, et surtout des adversaires qui imposent un certain respect et qui dégagent une vraie sensation de puissance. Ok. Battle Tendency est un arc nettement supérieur à son prédécesseur, ça vous l'avez compris, en termes de ton, de développement de personnages, de rythme, de mise en scène. Il transforme l'univers de JoJo. On a d'une aventure gothique classique à une odyssée d'action inventif et fun. Les 2 premiers arcs de JoJo Bizarre Adventure offrent une introduction, ma foi, passionnante à un univers hors norme, car Phantom Blood pose des bases solide, on va dire, des bases majeures. Il bâtit une mythologie sombre et établit la rivalité emblématique entre la famille Joestar et Dio. Mais surtout, cette saison est quand même sublimée par Battle Tendency, qui déploie ensuite une partie, donc je mets bien entre guillemets, on en parlera pour l'arc 3, du potentiel créatif d'Araki. Grâce à un protagoniste excellent, un rythme énervé et des combats inventifs, et surtout un humour contagieux, il continue, en fait c'est un palier supérieur et plus riche, et surtout plus mature et plus intéressant. Une montée en puissance, tout à fait. Donc ces 2 arcs préparent le terrain pour la révolution narrative qui arrive, qui sera Stardust Crusader, ou même... Tu fais du teasing. Je fais un peu de teasing. Où le système de combat à lui seul va évoluer, les voyages vont s'intensifier, et l'univers va s'élargir de manière spectaculaire. Donc si vous voulez commencer, c'est dispo en intégralité sur Netflix. Vous avez de la VO et de la VF, moi je les ai matés en VO, mais vous avez les 2 sur toutes les saisons, ce qui est plutôt cool. Donc surtout, n'hésitez pas, vous verrez à quel point cette série est un monument. Et merci beaucoup mon cher Kira. J'ai préféré ta chronique à la série, donc c'est une gage de qualité.
Non, mais après, je pense que c'est un peu comme Kirby Rider, tu vois, il y a une question de c'est fait pour soi ou pas. Là, moi, j'ai été un peu hermétique, j'avoue, mais je sais le monument que c'est et tu l'adores, la série, donc voilà, je vais pas la dénigrer outre mesure, c'est juste que moi, j'ai pas adhéré. Rien que Joey Star, ça me fait penser à la... Tu vois, il y a un truc que tu as dit et ça fait partie de l'élément que j'aime le moins, c'est que ça renvoie au réel. Et moi, quelle que soit l'œuvre, à part les films évidemment, mais que ce soit manga ou même jeu vidéo, j'aime pas quand c'est contemporain, que ça renvoie au réel. C'est pour ça que j'aime pas un GTA, par exemple, parce que ça se passe dans le monde. Et là, tu disais, il va en Suisse, machin, etc. Bah, tu vois, c'est ce genre de petites choses qui me sortent de l'immersion. Ouais, mais à contrario, ça se passe dans notre monde après, donc pour moi, ça me paraît être intéressant, justement. Mais non, mais c'est très bien. C'est très très bien. C'est juste que moi, c'est ces éléments-là, quelle que soit l'œuvre, encore une fois, c'est pas lié à Jojo Bizarre Adventure. Voilà, j'ai un peu de mal avec ça. Ou ça va quand c'est en médiéval, tu vois, vraiment à l'ancienne. Ah oui, toi, t'aimes pas voilà, le côté contemporain. Ouais, exactement. Mais encore une fois, c'est propre à moi et ça ne gâche pas une mauvaise qualité de série ou quoi, parce qu'encore une fois, voilà, Jojo Bizarre Adventure, c'est ouais, un pan du manga contemporain d'ailleurs, puisqu'il est encore là aujourd'hui, qui est immense. Enfin, c'est vraiment un truc de ouf. Donc, pressé d'avoir la suite de tes chroniques, ça va me faire découvrir toute la série, tu vois, et peut-être que ça me fera repasser le pas, on sait pas. Bah, ce qui est intéressant avec Jojo, c'est qu'on peut commencer n'importe où, en fait. C'est ça qui est cool, c'est qu'on repart à zéro à chaque saison. Et moi, j'ai décidé de toutes me les faire par ordre chronologique pour pouvoir les envoyer. Mais je pense à la fin vous faire un petit résumé, en fait, par où commencer en fonction des styles et des choix des personnes. Bah, faudra que tu me dises ta préférée, je m'engage à la regarder. Celle que tu auras préférée, tu vois, je la regarderai pour faire honneur. Bah écoute, pour l'instant, toutes les saisons sont mieux que les précédentes. Ah, bon, bah, donc j'attends de voir ce que ça va donner par la suite. Et bah, ceci clôture cette émission, mon cher Kira. Je te propose de passer au big up. Est-ce que tu en as noté des big ups? Alors j'en avais noté, mais je les retrouve pas, donc je t'avoue que là, je les ai pas. J'avais noté 2-3 commentaires Spotify, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais il y a Alan qui adore nos fils rouges. Enfin, il a adoré le fil rouge Castlevania, il en aimerait bien d'autres. Bah, en voici un sur Jojo Bizarre Adventure. Enzo qui nous fait un petit commentaire gentil et il se demandait que devient Little Devil Inside, et c'est vrai qu'on n'a plus de nouvelles de ce jeu, inconnu au bataillon. Il y a Kark qui fait first à chaque première. Enfin, il est toujours le premier à poster le commentaire sur Spotify, donc big up à lui et merci. Et il y avait un commentaire que je n'ai pas compris, donc Kira, c'est pour toi. Juste dans MGS Portable Ups, c'est pas Kazuhira Miller qui rencontre, mais Campbell et Grey Fox. Donc, voilà. Alors Grey Fox, je me souvenais, mais c'est pas Miller. Ah oui, après ça, je l'ai fait sur PSP à sa sortie, donc j'ai peut-être. Je sais pas de quoi vous parlez. Je sais que c'est Metal Gear Solid. C'est des personnages, tout à fait. Mais c'est vrai que oui, Portable Ops, je ne l'ai pas fait depuis fort longtemps. Ah, j'étais persuadé que c'était Miller qui rencontrait, mais oui, je me suis peut-être trompé. Bon, en tout cas, Yabobsolum, merci Yabsolument. Il s'appelle. Merci pour ton commentaire. Et c'est tout. Ah oui, Damien. Qui a réussi à mettre 5 étoiles aussi. Donc, merci Damien pour ton petit message et tes 5 étoiles. Et Kira, je te laisse le mot de la fin, conclure cette très belle émission et nous faire un peu de teasing, bien que tu as déjà tout lâché, je crois. On sait quel jeu tu fais la semaine prochaine, Dragon Quest 7. Exactement, la semaine prochaine, de mon côté, ça sera Dragon Quest 7. Donc, j'ai terminé le jeu et là, je suis en train de finir ma chronique. Donc voilà, je vais essayer de pas faire un truc trop long non plus parce qu'il y a énormément de choses à dire sur cet opus. L'avantage, c'est que je ne connais pas le jeu original, donc je ne pourrais pas non plus trop détailler les différences, même si j'en ai lu quelques grandes lignes sur Internet. Moi, j'avais fait sur 3DS. Toi, tu l'avais fait sur 3DS à l'époque, oui. Donc, c'était déjà le deuxième remake. Donc, tu auras déjà des différences entre ta version et celle que j'ai fait là par rapport à la première. Donc, je sais pas si tu vois un peu le truc. Toi, tu vas nous faire quoi la semaine prochaine? En HS, peut-être All Boy. Oh, ah oui. Tu vas... Oh, ouais, c'est vrai que... Tiens, j'ai rematé il y a pas longtemps All Boy et le remake, justement. Donc, ça serait et là, c'est le manga. Ah, le manga, bah encore mieux, comme ça, on va pouvoir carrément, ça va être rigolo. En attendant, passez une excellente semaine, amusez-vous bien, allez voir des films au cinéma, je vous conseille d'aller voir Silent Hill 2 qui malheureusement ne marche pas. Donc donnez un peu de force à Monsieur Christophe Gans et surtout, profitez à fond et puis kiffez, c'est tout ce qui compte. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao.